Et maintenant, donc, je vais passer la parole à Nicolas Bourdel qui va nous parler d'image augmentée et d'intelligence artificielle. Nicolas travaille dans le service et maintenant il a une start-up qui est dédiée au développement de l'image augmentée en chirurgie. Nicolas, à toi. Merci Michel, merci à toute l'Académie pour cette invitation. Alors le titre de la présentation était aussi le compte-rendu opératoire, donc ça m'a obligé à faire un petit peu le grand écart, mais en essayant de trouver une donnée commune qui est justement la donnée dont on va parler et qui est peut-être une partie de la réponse quand on pense justement à l'accréditation des centres experts, et c'est probablement ça qui nous manque en gynécologie et encore plus en endométriose. Conflit d'intérêts, comme l'a dit Michel Canis, je suis cofondateur et président de l'associé Sorgar qui fait de la réalité augmentée. Alors la donnée, c'est vraiment l'élément central qui est une partie de la réponse, en tout cas sur l'évaluation de la chirurgie en endométriose, mais aussi sur l'évaluation de la qualité de la radiologie, et c'est probablement ce qui en manque. Quand on regarde dans la littérature, pour regarder réalité augmentée et chirurgie, la majorité des données, c'est pour la neuronavigation, l'utilisation du robot, même s'il n'y a pratiquement pas d'intelligence artificielle. Mais la donnée, en tout cas les publications, elles sont vraiment centrées là-dessus. Si on regarde chirurgie et réalité augmentée et gynécologie, très très peu de données. Il y a les papiers qu'on a fait qui sont essentiellement des case reports sur l'utilisation de la réalité augmentée, mais très peu de données encore une fois et très peu d'études de haut niveau de preuve. Si on regarde l'intelligence artificielle, là, il y a un petit peu plus d'articles intelligence artificielle et endométriose, et notamment les derniers articles sur le test salivaire. On pourra en rediscuter, mais ce n'est pas l'objet. Mais centré sur la chirurgie, on retrouve notamment le troisième article que vous voyez là en bas, qui est une revue de la littérature par une équipe canadienne. Et cette équipe a regardé toutes les applications possibles de l'intelligence artificielle en endométriose. Et en fait, quand on regarde leurs résultats, ils s'intéressent aux outils qui vont permettre le diagnostic plus spécifique et plus sensible de l'endométriose. Ils vont s'intéresser à comment on peut personnaliser le traitement, comment on peut prédire des suites opératoires qui vont être mauvaises, comme le travail d'Isabelle. Mais en fait, il n'y a rien qui s'intéresse à la chirurgie elle-même, c'est-à-dire comment j'améliore la chirurgie en elle-même. Alors, c'est en ça que sur ces thématiques-là que nous travaillons, c'est-à-dire comment avoir des marqueurs et comment améliorer ce geste chirurgical et comment amener quelque part une standardisation de ce geste chirurgical. En chirurgie, données principales, c'est évidemment les suites cliniques et puis les indications, donc la donnée clinique, la donnée chirurgicale en elle-même, et c'est essentiellement la vidéo chirurgicale, et c'est en ça que notre approche est un peu différente de celle des autres équipes. Alors bien sûr qu'il y a la donnée aussi radiologique et la donnée biologique, mais j'en parlerai moins. La donnée clinique, d'abord, elle est absolument essentielle. Alors, il y a tout un fourmillement d'applications à l'heure actuelle dédiées à l'endométriose qui vont capter de la donnée. Alors, tout ce que je vous présente, là, que ce soit Luna, EndoZiwig, EndoLife, ce sont des modèles de recueil de la donnée à but tout de même commercial. Derrière, ce sont des entreprises qui vont collecter de la donnée. Il va bien falloir qu'il y ait un modèle économique de survie. Donc, cette donnée, elle s'intéresse très, très peu à la partie chirurgicale. Quand on regarde dans les autres spécialités, que certains connaissent bien dans l'Assemblée, il y a bien sûr Epicar, Epitor. Donc, ce sont les seules données qu'on a dans les spécialités chirurgicales thoraciques et cardiaques qui permet vraiment d'avoir de la donnée fiable qui soit exempte de toute velléité commerciale derrière. Alors, en gynéco et en endométriose, c'est effectivement la question, comment avoir cette mesure de la donnée en termes de complications, en termes de gestes opératoires. On a développé, nous, un outil, une application qui s'appelle NoEndo. C'est totalement développé de manière non commerciale. Ça n'a rien à voir avec l'entreprise que je dirige. Et l'objectif, c'est vraiment de collecter cette donnée. L'historique, c'est vraiment issu du registre Auvergne, qui était la première cohorte de patientes endométriosiques au monde, qui avait un peu plus de 1000 patientes. Et l'objectif, c'était de répliquer ce modèle de collecte de la donnée et de diffuser cet outil numérique. Alors, il y a une application patiente, il y a une application smartphone, et puis il y a une application que le chirurgien peut remplir à la fin de son intervention avec toutes les évaluations des résultats de sa chirurgie et bien sûr le suivi des complications. Alors, c'est extrêmement difficile à déployer parce que ça demande une discipline de la part du chirurgien, ça demande énormément de moyens financiers pour développer ce type de suivi.
Là, vous voyez que c'est le nombre d'inclusions actuelles dans la série avec l'inclusion de séries historiques, telles que celles que l'on avait en Auvergne et puis celles qui avaient été développées par Horace Roman, notamment à Rouen. Donc là, on est à peu près à 6000 patientes inclus dans cette base de données, mais clairement, le déploiement reste très localisé à 4 hôpitaux essentiellement, et on n'a pas développé, ou en tout cas, on n'arrive pas à développer et à généraliser cet outil. Clairement, si on veut avoir de la donnée pour faire de l'intelligence artificielle derrière, il faut absolument avoir ce type de collecte prospective de données que l'on puisse analyser et recueillir de façon objective, mais ça prend énormément de temps en temps humain et en temps de moyens déployés. Si on s'intéresse à la deuxième donnée, qui est la donnée chirurgicale, comment on va pouvoir capter cette donnée chirurgicale? La donnée chirurgicale, c'est donc essentiellement la vidéo chirurgicale. Alors après, on peut capter l'ensemble des données au bloc opératoire. Ça veut dire qu'il faut enregistrer les données et puis qu'il va falloir anonymiser la donnée. Là, vous voyez un logiciel, par exemple, qui va prendre la donnée de vidéo chirurgicale. Vous allez voir à gauche quand la caméra sort de la cavité abdominale et à droite le résultat. Donc, on floute de manière automatique la vidéo pour anonymiser et désidentifier la vidéo chirurgicale et pour pouvoir l'utiliser ensuite pour créer des algorithmes de machine learning et d'intelligence artificielle, donc anonymiser la donnée. C'est beaucoup plus simple avec des IRM, c'est beaucoup plus complexe avec de la donnée vidéo. Pourquoi faire du machine learning et de l'intelligence artificielle? Je vous donne un exemple, c'est apprendre à l'ordinateur à reconnaître un organe. Nous, notre background est vraiment gynécologique, donc on a publié maintenant il y a plus de 5 ou 6 ans comment apprendre à un ordinateur à reconnaître les contours d'un organe, les éléments anatomiques autour d'un organe. C'est extrêmement basique, mais c'est comme ça qu'on apprend à un externe puis à un interne. C'est-à-dire qu'on est en train de refaire le travail d'apprentissage depuis la base, depuis la sémiologie, pour pouvoir apprendre à l'ordinateur à reconnaître les organes. Alors, vous voyez là, quand on donne à l'ordinateur 400 images à noter, donc on extrait des vidéos anonymisées, on demande à des internes, des chirurgiens qui labellisent des images, et puis après, on le donne à un algorithme pour qu'il puisse apprendre à reconnaître l'ovaire, l'utérus. Vous voyez là, à 400 images, le résultat est très aléatoire. Et vous voyez là, le résultat à 4000 images. Donc, il faut déjà 4000 images pour que l'intelligence artificielle soit capable de reconnaître un utérus. Il faut probablement 2-3 images à mon fils pour le faire. Donc, on est à peu près à ces performances-là. Si on veut imaginer un dispositif médical, on est obligé là d'acquérir des données ou de segmenter des données qui vont inclure au moins 40 000 images, ne serait-ce que pour l'utérus. Alors, à quoi ça sert ça? Clairement, l'objectif après, c'est de faire de la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est-à-dire que Isabelle vous a présenté la fusion de l'échographie et de l'IRM. Nous, on va faire l'étape d'après, la fusion de l'IRM avec l'image chirurgicale. Et on va créer un jumeau numérique de l'organe que l'on va opérer et le fusionner en temps réel avec la vue pair-opératoire. Alors là, je vous présente le workflow qui est extrêmement complexe de l'affichage de la réalité augmentée, mais ça donne ça en pratique, c'est-à-dire que vous avez un jumeau digital du patient, ou de la patiente, bien évidemment, une vue célioscopique, et en temps réel, voilà ce qu'on a quand on utilise la réalité augmentée en bas à gauche. Vous voyez la tumeur qui apparaît à l'intérieur de l'organe. Donc, en temps réel, on est guidé en tant que chirurgien pour aller chercher cette tumeur. Alors ça, c'est un myome, mais on le fait aussi pour l'endométriose, donc pour l'adénomyose. Je vais vous donner un exemple. Donc ça, c'est pareil, création du jumeau numérique, intégration de la donnée IRM, et fusion en temps réel avec la vue pair-opératoire. Ça, c'est le jumeau numérique. Donc ça, c'est un nodule d'adénomyose, un adénomyome, extrêmement difficile de le localiser dans un organe plein tel que l'utérus. Clairement, la voie d'abord aurait été plutôt la laparotomie pour garder la palpation. Et là, on voit la tumeur qui s'affiche à l'endroit où elle est. Donc ça permet vraiment de guider le chirurgien dans son geste pair-opératoire. Alors ça, on va pouvoir afficher toutes sortes de renseignements qui peuvent aider le chirurgien, c'est-à-dire l'incision optimale, mais aussi en fait les fibres musculaires de l'utérus. Donc il y a tout un panel, bien sûr, la vascularisation de la tumeur, bien sûr le drainage de la tumeur. Donc il y a tous ces renseignements, toute cette donnée collectée qu'on affiche grâce à la réalité augmentée, mais grâce aussi à des algorithmes de machine learning. C'est-à-dire que vous ne pouvez afficher la réalité augmentée que parce que votre ordinateur, il a
reconnu où était l'utérus, il le sait, il sait où afficher l'information. Alors, on a vu qu'on utilisait des algorithmes avec 4000 images ou 40 000 images sur un organe qui est assez simple, qui ressemble à une orange, évidemment, je ne vous apprends rien, mais c'est juste pour avoir une comparaison avec ce qui peut être nécessaire en endométriose. En endométriose, vous avez des lésions qui vont être d'un aspect extrêmement variable, extrêmement déformable, et donc, pour obtenir ces algorithmes de machine learning, pour enseigner à la machine vraiment la sémiologie de base, on ne va pas pouvoir se contenter uniquement de quelques images à noter. C'est ce qu'on fait dans le projet FIMEL dont on est partenaire. C'est le plus gros projet de machine learning en endométriose au niveau européen. C'est un projet dont le leader est l'université Aarhus au Danemark, qui est financé à hauteur de 6 millions d'euros par la communauté européenne. Et le but, c'est vraiment d'apprendre à l'ordinateur la sémiologie de l'endométriose, c'est-à-dire déjà la lésion, l'alphabet de la lésion d'endométriose. C'est-à-dire vraiment, si on veut lui apprendre à lire, il faut déjà lui apprendre à reconnaître les lettres de l'alphabet, donc les lésions d'endométriose. Donc, on a eu un cheminement, on est reparti sur une revue de la littérature d'études très anciennes, finalement, sur la description des lésions basiques. Et puis, par des méthodes Delphi, on a essayé de trouver un consensus sur comment annoter ces lésions pour pouvoir après créer des algorithmes qui vont détecter automatiquement ces lésions. Vous allez me dire, OK, on voit très bien ces lésions, vous n'avez pas besoin d'algorithme pour ça. En fait, le staging de la maladie a une variabilité qui est majeure en fonction du chirurgien qui fait l'exploration péropératoire. Et on a du mal à trouver un consensus, donc on a du mal à collecter la donnée en endométriose. Donc là, on collecte la donnée de façon massive avec des hôpitaux en Europe et dans le monde. On anonymise cette donnée et puis on va l'annoter image par image pour pouvoir apprendre à l'algorithme à reconnaître les lésions et puis petit à petit à classifier de façon semi-automatique l'endométriose et à donner le stade de la maladie de façon objective, quel que soit le centre dans lequel est réalisée l'exploration célioscopique. Donc là, vous avez les images qui sont labellisées. Donc, chaque annotateur va dire là où il voit les lésions, quel type de lésions, les adhérences, les lésions superficielles, les lésions profondes. Et ça, c'est ce qu'on veut obtenir à terme. Là, vous avez une vidéo de célioscopie chirurgie endométriose. Et ce que l'on veut obtenir quand on applique un algorithme, c'est cette description. C'est-à-dire que vous voyez la détection automatique par l'algorithme de la lésion d'endométriose et donc le calcul du staging de façon automatique. Encore une fois, vous allez me dire, c'est assez basique comme fonctionnalité, mais on a absolument besoin, pour savoir de quoi on parle, d'une stadification qui fasse consensus et qui puisse être le plus objectif possible. Et ça, c'est la première marche sur l'aide à la chirurgie. Donc là, vous voyez un autre exemple de détection automatique de lésions, d'adhérence, de lésions d'endométriose tout à fait atypiques qui vont être parfois classifiées par des non-experts comme non endométriosées, qui fait absolument qu'on standardise. Alors ça, c'est la classification, mais ce sur quoi on travaille maintenant, c'est essayer de recueillir un maximum de données pour savoir où les experts vont faire leur première incision lors de la chirurgie, c'est-à-dire être capable d'engranger une partie du savoir du chirurgien pour après, en temps réel, dire au chirurgien, ben voilà, là, l'ensemble des experts auraient fait leur incision autour de cette zone-là, et c'est probablement là qu'il faut réaliser une incision. Alors ça, on n'y est pas du tout, mais c'est vraiment l'objectif à long terme, c'est-à-dire essayer de guider le chirurgien dans son geste grâce à l'intelligence artificielle et notamment en machine learning, grâce aussi à l'apport de la réalité augmentée pour pouvoir petit à petit augmenter les performances du chirurgien et standardiser quelque part le geste opératoire. Alors tout ça, c'est vraiment lié à un objectif final qui est la réalité augmentée, donc apporter une information nouvelle que n'a pas le chirurgien au départ sur une analyse avec une collecte des données de façon massive, une collecte des données de radiologie et de segmentation de l'IRM. Alors pour l'instant, on est à des segmentations qui sont très manuelles de l'IRM, mais on travaille sur des algorithmes qui vont
automatiser cette segmentation de l'IRM. D'autres startups et d'autres laboratoires travaillent sur cette segmentation des IRM, comme Visible Patient qui travaille dessus. Et c'est ça qui va nous permettre d'engranger de la donnée et l'afficher en paire opératoire lors de la chirurgie. Alors, ne serait-ce que pour la classification automatique des lésions, pour l'affichage en réalité augmentée de la donnée qui est captée en pré-opératoire, donc guider le chirurgien en temps réel sur l'accès aux tumeurs et bien sûr sur l'accès aux lésions d'endométriose, quelles qu'elles soient intra-utérines ou extra-utérines, détecter automatiquement l'urtère, détecter automatiquement toutes les structures anatomiques pour vraiment, on est dans la comparaison du véhicule autonome, c'est-à-dire que votre Tesla, elle est capable de reconnaître un obstacle avant même que vous ne réalisiez qu'il y a un obstacle sur l'autoroute. On est vraiment dans cette optique-là, essayer de diminuer la charge mentale du chirurgien pour le guider dans son geste en péropératoire. Alors la solution, elle est développée aussi pour le foie, pour le rein ou pour d'autres pathologies. Quel est le lien avec l'endométriose? Bien sûr, elle est sur la déformation des tissus, c'est-à-dire être capable de calculer pour guider le chirurgien en temps réel la déformation des tissus et être capable de dire la structure anatomique, vu la déformation, elle va se trouver à cet endroit-là. On peut détecter notamment automatiquement le saignement et puis les éléments anatomiques autour. Alors tout ça, c'est vraiment dans l'approche intelligence artificielle, réalité augmentée, chirurgie robotique, parce que le bras robotique, petit à petit, on va être capable de le guider du fait de l'acquisition même de cette donnée qui est une partie du savoir du chirurgien. Donc là, on est plutôt actuellement dans le bas de la courbe ou dans le début de la réascension de cette courbe d'adoption de cette technologie, mais clairement, petit à petit, on va arriver à automatiser une partie du geste opératoire, une partie de la charge mentale du chirurgien pour l'aider, encore une fois, dans sa précision. Alors, vraiment cet objectif d'autonomie, quelque part, du robot, ou en tout cas des tâches qu'effectue le chirurgien, elle est bien décrite en différents états. Et pour l'endométriose, on en a absolument besoin, ne serait-ce que, encore une fois, pour le staging automatique de la maladie et pour l'affichage des tumeurs qui sont intra-utérines notamment. Alors, bien sûr qu'on peut parler un peu de science-fiction parce que la voiture autonome, on y est encore très loin, mais clairement, petit à petit, on voit qu'on arrive à automatiser grâce à l'IA et à la réalité augmentée une partie des tâches et en tout cas à porter de plus en plus de renseignements pour améliorer la performance du chirurgien. Voilà, merci. Bravo et merci à l'école de Clermont-Ferrand d'être maintenant passé, comme nous l'avait montré Antoine Bruat, à la chirurgie du futur. Et c'est vraiment très enrichissant. Merci de cette très brillante démonstration. Mais on a des spécialistes de la question dans la salle. Jean-Claude Couffinal. Oui, c'est-à-dire que c'est difficile en écoutant votre présentation parce que effectivement c'est l'aboutissement de ce que va être quasiment la phase d'automatisation totale de la chirurgie. Je veux dire, c'est ce que font beaucoup. Je ne savais pas que vous faisiez ce travail. Il y a pas mal d'avancées effectivement là-dessus, avec toutes les vidéos qui sont enregistrées et de laboratoires qui travaillent dessus pour avoir ces reconstructions avec cette difficulté effectivement qu'on a d'avoir des organes déformables, je pense aux poumons, le foie, etc., et de pouvoir reconstituer l'ensemble. Donc pour le jumeau numérique, c'est un jumeau numérique et je veux dire, est-ce qu'il y a un modèle de base sur lequel viennent se greffer les particularités, je veux dire, à la fois anatomiques et pathologiques de la personne, ou est-ce que c'est une reconstruction totale de jumeaux numériques sur cette partie anatomique et pathologique pour chaque patient, je veux dire pour chaque patient? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est je veux dire l'identification, c'est-à-dire le recalage de la chirurgie, de l'augmentation qui va nous permettre effectivement de voir nos vaisseaux à tel endroit, etc. C'est un feedback optique ou non? Voilà, c'est mes deux questions.
Alors, pour la première question, le jumeau numérique, il est vraiment patient spécifique. C'est-à-dire qu'on va reconstruire un jumeau numérique qui est spécifique du patient qu'on va opérer. Donc, clairement, où il va y avoir la tumeur à l'intérieur, la lésion d'endométriose, le fibrome, ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment adapté. Après, il y a des modèles de déformation biomécanique, et c'est la deuxième partie de la question, qui vont permettre du recalage, puisque vraiment la clé technologique, c'est afficher la bonne information au bon endroit. Être capable de reconnaître l'organe et puis après de prendre le modèle 3D préopératoire et de l'afficher sur le modèle 3D en fait péropératoire. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'on est obligé de créer un modèle 3D à partir de l'image 2D ou 3D de l'organe qu'on a en péropératoire pour pouvoir fusionner les deux. Alors, on peut utiliser des éléments anatomiques de repère pour le recalage. On peut utiliser des éléments texturaux. La comparaison que je prends souvent, c'est comment on reconnaît un visage. Un visage, vous le reconnaissez parce que vous avez une texture, une ombre, des reliefs extrêmement typiques, vous avez des cheveux qui vont avoir telle couleur. Donc, on utilise exactement les mêmes données pour pouvoir faire ce recalage. Ça veut dire que exactement ce dont vous parlez, c'est la vision par ordinateur. C'est plutôt la spécialité vision par ordinateur, mais qui utilise l'optique, quel que soit le type de caméra en fait qu'on utilise. Une question un peu complémentaire. À partir de quel moment, vous faut-il une compilation de combien de data phénotypiques ça, c'est une première partie, c'est l'accumulation des data. Donc le big data, vous avez passé de 4000 à 40 000. À quel moment la courbe asymptotique de significativité de ce qui va être donné à l'ordinateur devient, c'est pas nécessaire d'en mettre 400 000 ou 4 millions, parce qu'on aura finalement atteint l'objectif d'une précision diagnostique qui va dépendre aussi d'une autre partie du processus, qui est l'analyse algorithmique sur laquelle nous ne connaissons rien, mais il y a des spécialistes de l'intelligence artificielle, donc du calcul sur les datas, comment on arrive à extraire de manière intelligente les données significatives. Et ça, je pense qu'il faut être vraiment un spécialiste de cette manière de calculer, de comprendre mathématiquement ce qu'il faut faire pour que la qualité algorithmique arrive à apporter encore plus de précision à l'augmentation des datas. Donc c'est un double problème, c'est vous alimentez la machine, mais après, avec quel moteur elle fonctionne? Alors, sur la première partie, j'aimerais bien avoir les réponses. C'est-à-dire que pour reconnaître un organe qui va être comme l'utérus, qui est quand même finalement assez simple, là où on atteint une phase plateau, c'est après 40 ou 50 000 images à noter. Donc, ça va être juste pour un organe aussi simple et finalement aussi peu variable qu'un utérus, c'est ce niveau-là de nombre d'annotations. Si on passe à des pathologies beaucoup plus complexes comme l'endométriose, il est extrêmement difficile à l'heure actuelle de dire il va me falloir 100 000 images pour reconnaître une lésion typique noire ou une lésion typique rouge. C'est extrêmement difficile. Là, on voit que nous, dans nos algorithmes, on a 50 000 images de lésions d'endométriose. On commence à avoir des résultats qui sont intéressants. Clairement, probablement qu'il va falloir atteindre le million d'images à noter pour vraiment être pertinent dans ce type d'aide à la chirurgie. La deuxième partie de la question, mais elle est liée à la première, c'est la puissance de l'algorithme. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous avez un réseau de neurones qui va travailler sur telle donnée avec 50 000 images, qui a telle performance, probablement que dans 48 heures, je pourrais vous donner un résultat différent. C'est-à-dire que pour l'instant, on est quand même extrêmement limité par la puissance des algorithmes. On comprend bien qu'on va l'améliorer petit à petit. On comprend bien qu'on a vraiment une marge de progression qui est gigantesque, que ce soit au niveau vraiment réseau de neurones, mais aussi puissance de calcul de la machine en elle-même. Mais clairement, ce sur quoi il paraît logique de s'attacher, c'est la qualité de la donnée avec laquelle on va enrichir l'algorithme qui, lui, va changer probablement dans 4 mois. Donc, c'est vraiment ça l'enjeu aussi. Et c'est pour ça que j'ai orienté sur la partie données. Alors, merci. Alors, on a déjà une proposition à vous faire parce qu'on travaille avec Dassault Systèmes, parce que pour augmenter la puissance du système algorithmique, il faut s'associer à des grosses boîtes qui ont suffisamment d'argent pour mettre suffisamment d'ingénieurs pour travailler sur cette partie du dossier.
Et par contre, vous, alors ceux dont ils sont très friands, c'est de la data. Et donc l'accumulation des données que nous pouvons leur proposer. Et donc notre idée, c'est d'arriver peut-être à mettre au point avec eux une espèce de banque algorithmique qui va être multifonction, c'est-à-dire au départ peut-être sur ce problème de l'endométriose, mais ça peut être associé à d'autres problématiques tumorales, etc., etc. Donc on a une réunion avec, on voulait vous en parler en privé, mais on peut le faire directement. On a une réunion le 5 décembre avec Dassault. Si vous pouvez vous associer à nous en présence ou à distance, ce sera probablement très intéressant de vous avoir avec nous. Mais je vais passer maintenant la parole. Il y a plusieurs personnes qui veulent prendre. Il y a Jean-Claude, mais on va d'abord donner la parole à Pascal Richman qui a levé la main à distance. Il n'est pas loin de chez vous, il est à Toulouse. Vas-y, Pascal. Oui, sur la dernière remarque que tu viens de faire, il pourrait y avoir en direct comme ça des questions de propriété intellectuelle, je suppose, mais c'est une remarque générale sur ce type de réunion qu'on est susceptible d'organiser, mais c'est certainement une bonne idée. Bon, non, ma question, je revenais sur celle de Jean-Claude Couffinal sur le recalage péropératoire, que j'assimile un peu à ce que l'on fait lorsque, par exemple, quand on traite des cancers de prostate en ultrason, on fait des fusions d'images entre l'échographie en temps réel et l'IRM. On a, on le sait, quelques limites. Alors là, ce ne sont que des fusions élastiques, donc il y a évidemment beaucoup moins de data. Simplement, est-ce que vous avez des systèmes de contrôle que finalement ce recalage est celui qui devait être ou une appréciation relative de la qualité ou de la totalité du recalage? La réponse est oui en préclinique. En clinique elle-même, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est absolument la question essentielle. C'est-à-dire comment on va mesurer la fiabilité et la précision du recalage quand on veut faire une néphrectomie partielle ou une hépatectomie partielle. Alors là, on a des données, on sait à peu près où on est. C'est-à-dire qu'on va comparer, par exemple, au gold standard. Donc, vous faites du randomisé, repérage écho seul versus écho plus réalité augmentée versus réalité augmentée. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à progresser. On a déjà des données sur des modèles ex vivo de tumeurs du rein, par exemple, où on randomise avec et sans réalité augmentée. Alors, ça peut paraître très simple, mais en fait, il n'y a pas du tout ça en neuronavigation notamment. Il n'y a aucune donnée qui a prouvé le bénéfice. Donc, on prouve que quand on utilise la réalité augmentée, le taux de marge de résection saine autour d'une tumeur est multiplié par 20. On rate beaucoup moins de tumeurs. Donc ça, on a déjà des données, mais clairement en paire opératoire, là, c'est un enjeu qui reste encore à déterminer. Il faudrait faire de la réalité augmentée et faire une néphrectomie totale et dire, bah voilà, on avait bien recalé au bon endroit. Et ça, c'est tout l'enjeu de l'acquisition qui va être extrêmement longue de données sur cette partie-là. Oui, attendez. Moi, je voudrais vous féliciter parce que d'une part, l'endométriose, on a bien compris que les formes étaient très différentes et qu'une des façons pour lesquelles on n'avance pas, c'est que les gens ne parlent pas, enfin, on ne sait pas si on parle de la même chose. Et si on n'a pas des comptes rendus opératoires qui sont comparatifs et on sait de quoi on parle, eh bien, si on n'accumule pas des datas dans ce domaine, on ne pourra pas avancer sur les prises en charge des patients. Et donc ça, c'est un élément qui est quand même majeur. Et je ne vous parle pas du problème du manque de data clinique en France pour faire évoluer vers les innovations. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a bien repéré Sugar depuis un an, là, parce que vous n'êtes pas si nombreux à faire de la réalité augmentée pour de l'application opératoire directe. Et donc, ça se fait pour le foie, ça se fait pour l'os, ça se fait, et ça se fait grâce à vous pour la gynéco. Et donc, c'est vraiment une innovation. Et d'ailleurs, on va probablement vous donner la parole dans notre prochaine journée numérique qu'on n'arrive pas à organiser à cause du Covid. Mais ça y est, on a déjà retenu une date pour juin 2023. À bientôt. Merci. Oui, j'ai une dernière question parce qu'elle nous concerne tous. Elle vous concerne et elle concerne tous les chirurgiens et l'avenir de la chirurgie. Si on regarde, et on a eu, nous, enfin personnellement, j'ai eu des discussions avec la communauté européenne sur l'intelligence artificielle ACT, qui va faire toute la législation sur l'ensemble de cette... il y a toute une partie qui est spécifique pour l'intelligence artificielle inclus dans tous les modules robotisés et tout finalement le développement de cette ingénierie. Et
lorsqu'il y a quand même un élément important, c'est l'explicabilité des algorithmes. Et en ce qui concerne les réseaux de neurones, je pense qu'on n'a pas de... la boîte noire que vous devez, comme nous, appeler maintenant la boîte grise, on l'appelle la boîte grise, qui est cette partie de traitement d'information à l'intérieur des réseaux de neurones. Pour l'instant, je pense que dans l'utilisation dans la santé, pour les juristes, en tout cas, il semble qu'il n'y aurait pas d'autorisation. Est-ce que vous êtes préoccupé de ce problème et est-ce que vous avez des commentaires à faire? Je trouve que c'est intéressant pour tout le monde, parce que c'est notre avenir. C'est ce que j'allais dire, c'est l'avenir aussi de la façon dont vont être traités mes enfants, en fait. Donc, effectivement, mais c'est pour ça que quand on regarde, c'est très différent avec une approche qui est de la reconnaissance, par exemple, d'organes, où il n'y a pas d'algorithme de décision ou de prise en charge ou de diagnostic. Sur les algorithmes de diagnostic, l'exemple le plus frappant, c'est le Covid. Le Covid, la data s'est largement ouverte. C'est-à-dire, il y a eu des collections massives de données pour un diagnostic, oui ou non. C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir une réponse binaire, donc de faire des statistiques extrêmement basiques, de l'IA plus avancée, du machine learning, ce que vous voulez. Et on est incapable à l'heure actuelle de prédire quel patient va se compliquer ou pas. Il faut quand même être réaliste sur la puissance actuelle des algorithmes. Donc le fait de ne pas les inclure ou qu'il y ait des difficultés à les inclure dans de la prise de décision, on le comprend tout à fait. C'est tout l'enjeu effectivement de la réglementation européenne à l'heure actuelle, puisque vous en avez probablement entendu parler, qui sont des freins d'accès au marché pour l'innovation, mais qui après imposent des réflexions sur la qualité de l'algorithme. L'algorithme de décision dans la prise en charge d'un cancer, on sait que c'est à peu près 4 mois de durée de vie. Donc effectivement, nous, dans la reconnaissance d'un organe, c'est beaucoup plus simple. Dans la reconnaissance d'une pathologie par IRM ou par scanner ou par échographie, c'est un niveau déjà un peu plus élevé et on sait qu'il y a un taux d'erreur qui est non négligeable. Donc effectivement, après, sur la prise de décision, c'est tout autre chose. Et tant que la boîte sera grise, je pense qu'on va avoir du mal. Pardon, on doit clore la séance. On tient beaucoup à vous remercier, à te remercier. Tu es chez toi à l'Académie nationale de chirurgie. Tu es le bienvenu et nous espérons vraiment t'avoir avec nous parce qu'on doit pouvoir, sur ces sujets-là, lancer peut-être avec l'année prochaine, ce sera Pascal Richman qui va présider notre maison, mais il y a vraiment des sujets majeurs comme peut-être intelligence artificielle et chirurgie. C'est quelque chose qu'il faudrait en soi parce que toute la partie moteur du système, on ne la connaît pas. C'est vraiment, et c'est un domaine plutôt des ingénieurs. Ce serait bien qu'on nous explique comment ça fonctionne, les réseaux de neurones, etc., la puissance qu'il faut avoir. Ça, c'est un thème. L'imagerie de demain, la chirurgie de demain, c'est le thème d'une grande réunion avec Medicine le 20 octobre, ici à Paris. Donc on est en fond dans ces problèmes et l'Académie de chirurgie est le porte-drapeau de l'innovation en chirurgie, en imagerie, la chirurgie 4.0, on y est et on veut la porter. Voilà, merci à vous.